il y a un captage pour toutes les auditions que nous organisons sur ce sujet. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Hier, nous avons eu un après-midi très chargé et nous continuons aujourd'hui, mais c'était un moment passionnant. Donc, nous reprenons notre cycle d'audition en recevant les représentants des communes concernées au premier chef par la politique publique sur laquelle nous nous penchons, c'est-à-dire les communes qui ont la chance de disposer d'un patrimoine architectural en même temps que le devoir d'en assurer la protection et la valorisation. Donc, nous avons ainsi le plaisir d'accueillir notre collègue Françoise Gatel, que je remercie infiniment. Alors, on la connaît bien ici, bien sûr, comme étant la présidente, entre autres, de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, merci, et à la décentralisation, mais qui est également la présidente de l'association des petites cités de caractère. Et puis, nous recevons donc Martin Malvy, président de l'Association des sites et cités remarquables de France, que je remercie aussi de sa présence, et qui sont accompagnés tous les deux. Voilà. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour éclairer les travaux de notre mission consacrée aux architectes des bâtiments de France. Donc, je rappelle que l'initiative de cette mission revient au groupe Les Indépendants République et Territoire, qui a choisi comme rapporteur Pierre-Jean Verzelen. Donc, nous sommes convaincus que vous pourrez nous apporter un témoignage de première main sur la manière dont vos adhérents travaillent avec les ABF pour relever le défi immense de la protection et de la valorisation de leur héritage architectural avec des moyens humains parfois juridiques et financiers un peu limités. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'ABF est parfois une figure controversée dans notre assemblée d'élus locaux. L'exercice de ces pouvoirs de contrôle dans les zones protégées peuvent en effet occasionner des frictions avec les élus et les porteurs de projets. En tant qu'élu local du département de la Drôme, je salue vraiment leur implication qui permet de préserver la beauté de nos sites en même temps que leur potentiel touristique. Hier, on nous a dit 8% du PIB, et donc c'est très important et à ne pas négliger. Et là, on nous a rappelé hier aussi la chance que nous avions en France d'avoir le patrimoine que nous avons. Je vous propose sans plus tarder de recueillir vos premières observations par un propos liminaire d'une dizaine de minutes chacun, après quoi, bien sûr, je donnerai la parole à notre rapporteur. Madame Gatel, est-ce que vous souhaitez commencer, chers collègues ? Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je suis heureuse d'être auditionnée par vous et je vous en remercie vraiment et très heureuse de partager cette audition avec Martin Malvy, qui est le président de l'association Bannière, de beaucoup d'associations patrimoniales qui ont pu, grâce à Martin Malvy et au Sénat, s'afficher sur les grilles du Luxembourg l'an dernier, il y a 2 ans, pour une très belle exposition de valorisation de nos territoires. Madame la Présidente, vous l'avez dit, l'ABF génère, enfin le seul mot ou le sigle génère tout de suite beaucoup de passion, souvent beaucoup d'agacement, plus que d'enthousiasme spontané. J'ai la chance d'intervenir tous les ans à l'école de Chaillot qui forme les futurs ABF, et je démarre toujours mon propos en disant, voilà, vous allez bientôt rencontrer des inconnus que sont les élus locaux, et vous allez voir que les élus locaux ont une liste de contrariants, pour être aimable, très forte, dans lesquels vous figurez. Il y en a 3, l'ADREAL, l'INRAP et les ABF, et je pense que parfois vous pouvez être classé en premier. Et que c'est une vraie réalité. C'est un sujet que maintenant, comment on travaille et on invente des méthodes de travail pour servir la cause qui est celle qui est portée par les ABF et les élus locaux, c'est-à-dire que le patrimoine bâti doit être un objet vivant, ouvert au public, et que ce patrimoine, il fait partie de l'identité, mais non seulement de l'identité du bâti, mais de l'identité d'une société à un moment, parce que ce sont des savoir-faire, des modes de vie qui, aujourd'hui, peuvent parfois être de belles au bois dormant, mais qui méritent tout notre intérêt, parce que je crois que ce sont des leviers d'avenir. En tout cas, l'Association des petites cités de caractère de France, que j'ai le grand bonheur et l'honneur de présider,
porte ceci dans son ADN. Pour vous dire comment cette association est née, ça vous expliquera notre relation avec les ABF, exigeante dans tous les sens du mot. En Bretagne, vous savez que les gens ne venaient rarement pour aller à la plage ou pour la température de l'eau. Mais ça a toujours été une région très touristique grâce ou à cause, diraient certains, de son patrimoine qui est riche et multiple, mais qui a fait une sorte d'identité non banale. Et il y a 50 ans, enfin, il y aura bientôt 50 ans, 6 maires de communes toutes petites, des communes qui avaient 500 habitants, se sont retrouvés, ont échangé en se disant, nous sommes à la tête d'une commune qui a un patrimoine qui souvent relève de l'histoire de la Bretagne ou de la France. Je vais prendre un exemple très gai, commune de moins de 1000 habitants, qui a été un évêché, donc qui a toute une infrastructure de ville qui était celle d'un évêché. Il y a longtemps que l'évêque est parti. Il y a pas de... La vie moderne a fait que Tréguier s'est retrouvé totalement isolé, et le maire et l'équipe municipale disaient non, mais ce patrimoine, nous en avons en quelque sorte hérité, nous devons le transmettre, parce qu'on sait que nos habitants sont extrêmement attachés au patrimoine, mais que nous n'avons pas les moyens. C'est-à-dire, ce patrimoine est une charge, mais nous devons le transmettre. Donc, vous savez, comme moi, chers collègues, que les élus locaux, quand ils ont un problème, ils cherchent des idées. Donc, à quelques maires, ils ont eu cette idée très intéressante d'aller rencontrer le président du Conseil régional de Bretagne en disant, voilà, cette affaire vous appartient, mais nous ne venons pas demander de l'assistance, tout simplement. Nous venons vous dire que ce patrimoine est un levier de développement pour des territoires qui sont des territoires ruraux parfois enclavés dans le centre de la Bretagne. Et grâce à ce patrimoine, on va augmenter notre flux touristique. On l'augmentera tout au long de l'année parce qu'il ne dépend pas de la saison. Et que grâce à ça, nous allons créer une activité touristique, c'est-à-dire des commerçants, puis un jour, il y aura des habitants. C'est-à-dire on rallume la lumière dans des cités de 500 habitants qui étaient voués au désespoir. Et le président de la région Bretagne a trouvé l'idée fort intéressante, et donc un compagnonnage a été initié il y a plus de 50 ans et qui se poursuit aujourd'hui, où il est demandé à ces communes qui ensuite se sont regroupées dans une association qu'on appelle Petite Cité de Caractère, née en Bretagne, mais qui a essaimé partout en France, parce que nous sommes maintenant 239, un peu dans toutes les régions, et que vous seriez très surpris de voir la vitalité qu'il y a eu dans ces communes, la fierté des habitants qui ont envie aujourd'hui d'habiter dans un cadre de vie significatif, la manière dont on peut accueillir des artisans, des métiers d'art, etc. Enfin, comment ce patrimoine a été un levier extraordinaire, et c'est l'idée que nous défendons. Alors, tout ça se fait avec les ABF, naturellement. Alors, quelle est notre relation avec les ABF? Nous considérons que des communes, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, enfin, quand vous êtes une commune de 500 habitants et que vous avez un patrimoine que pour rénover, il faut sortir 1 ou 2 millions d'euros, alors l'argent, déjà, c'est sûr que vous ne l'avez pas, mais qu'en plus, vous devez conduire un projet qui est un projet qui n'a de sens que s'il vous construit un écosystème. C'est-à-dire, ça sert, enfin, c'est bien d'avoir un beau monument isolé quelque part, mais s'il y a ce monument qui est un spot que vous venez voir et qu'autour il n'y a rien, c'est pas ça qui va produire de la vie. Donc il faut que les élus se projettent sur une harmonie de tout l'environnement du bâtiment, y compris de la rénovation de domaines privés. Là, on rentre, on va dire, souvent en conflit avec l'ABF, qui peut avoir, dit-on, des passions. Alors, il y en a un qui aime le rouge, l'autre après qui aime le vert. Alors, comme ils succèdent, toutes les façades sont pendant un moment vert. Bon, voilà. Ça, c'est le côté parfois un peu caricatural, mais très vrai que je ne nie pas. Et nous avons proposé déjà au Sénat, dans une proposition de loi de simplification de l'urbanisme, nous avions proposé que l'idée n'était pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'on supprime l'ABF, ça veut dire qu'à un moment, on va aussi supprimer le patrimoine, parce qu'on aura des très bonnes raisons, parce qu'on veut faire un truc
un peu moderne, c'est agaçant. C'est pas du tout adapté au DPE qu'on connaît. On a eu l'occasion d'en parler. Bon, on fait table rase du passé. Très bien, sauf que vous perdez toute la valeur ajoutée qui est la seule d'un territoire. Donc moi, ce que je propose, plutôt que d'avoir comment dire, ces sujets de conflit, et l'ABF qui vient juste de donner un avis sur un dossier, il n'a pas le temps de venir voir l'acquéreur du bâtiment qui comprend pas, parce que le notaire et l'agent immobilier se sont bien gardés de dire à l'acquéreur qu'il vivait dans un cadre, la maison était très belle, mais il y avait des raisons. Donc tout le monde s'est tu. Le maire, lui, il a l'ABF, personne ne comprend. Donc ça n'est pas possible. Et je pense que le patrimoine doit être un projet partagé par une commune et les habitants. Ça ne peut pas être le caprice d'un élu. Et donc, nous avons proposé, et hier j'étais au ministère de la Culture, où j'ai suggéré que dans le cadre de la culture, comment c'est l'agenda ruralité de la culture? Non, c'est pas un agenda. Le printemps de la ruralité. Le printemps de la ruralité, parce qu'il y a l'agenda, il y a le printemps. Voilà. Donc, la ministre de la Culture organise quelque chose qui est intéressant, le printemps de la ruralité. J'ai dit, voilà, moi, je vous propose une expérimentation qui pourrait nous guérir du je t'aime, moi non plus, de l'ABF avec le maire, avec les habitants, qui donnerait du sens et qui préserverait ce qui peut être un levier de développement, et le seul dans des territoires ruraux. Je pense qu'il faut que nous travaillions d'une manière différente. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait expérimenter par des communes volontaires une procédure qui serait la suivante. C'est-à-dire, à côté de votre document d'urbanisme, qui est un PLU ou un PLUI, vous auriez un document annexé au PLU, ça veut dire que vous n'êtes pas liés de la même manière, mais vous auriez un document que j'appellerais un document d'urbanisme patrimonial, où vous auriez en amont travaillé avec les habitants, avec les ABF, avec les artisans, pour dire, voilà, nous, dans notre commune, voilà un périmètre que l'on prend, et voilà, rue par rue, comment on doit intervenir sur le patrimoine avec, on va dire, intelligence, d'une manière raisonnée et raisonnable, et comment on aide les particuliers à faire les choses. Ça veut dire que vous aurez eu un projet partagé, un document qui engage tout le monde. Les ABF qui se succèdent devraient s'y référer. Et vous auriez vraiment là, vous auriez dessiné votre ville comme vous devez le faire. Alors moi, on me dit, oui, mais ça va prendre beaucoup de temps. Enfin, excusez-moi, aujourd'hui, les consultations d'ABF, ça prend du temps, c'est agressif, ça agace tout le monde, ça ne produit pas de résultats. Donc moi, je trouve que ce serait très intéressant de permettre à des communes qui le souhaiteraient de travailler de cette manière. Parce que les petites communes, je vous ai dit, nous avons des communes, et la plupart de 400 ou 500 habitants, avec des élus remarquables. Parce que notre association, c'est une association d'élus. Et ce sont les élus les premiers qui portent le patrimoine, pas parce qu'ils sont nostalgiques, mais parce qu'ils savent que c'est leur avenir et qu'ils donnent au patrimoine restauré un usage. Pardonnez-moi de prendre un exemple personnel. Moi, j'ai été maire longtemps d'une petite cité de caractère. On avait une chapelle romane qui était une merveille. On l'a restaurée. Mais l'enjeu, c'était de dire on ne restaure pas pour contempler, refermer la porte, mais on donne un usage contemporain. On y a fait un centre d'art contemporain. On accueille des artistes qui viennent en résidence, qui font des œuvres d'art. On accueille des milliers d'enfants qu'on sensibilise avec les enseignants. Dans des halles, on a fait une médiathèque. Voilà, il s'agit d'emmener dans l'avenir de la commune le passé dont on a été pour en faire quelque chose de très beau. Donc voilà ce que rapidement je voulais dire, et que je pense que les ABF sont aussi très en souffrance et qui n'osent plus venir dans les communes parce qu'ils savent que ça va être très, très, très irritant. Et dernier petit mot, pardonnez-moi, je fais un lien avec la mission qui était accomplie sur la rénovation thermique des bâtiments. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros ennemi de notre patrimoine, c'est le DPE. Le DPE est un gros ennemi parce qu'on a inventé un DPE qui correspond à des bâtiments du XXe siècle. Or, chacun sait ici, vous êtes tous des passionnés, que le bâti ancien, il a une cohérence, une logique, ça fait 1000 ans qu'il existe, donc c'est assez durable quand même, voilà. Et qu'il y a des matériaux, des compatibilités, de l'air qui circule. Et si vous dites que ce bâti ancien dans les villes ne pourra pas être loué parce qu'il ne répondra jamais à un DPE du XXe siècle, ça veut dire que vous condamnez tous vos centres-villes
au moment même où le patrimoine vous aide à ramener dans vos centres-villes de l'activité et de la vie. Donc, je plaide, à chaque fois je glisse ce message, je plaide, et je te remercie parce que tu es un membre actif de la cause, pour qu'il y ait un DPE spécifique au bâti ancien. Parce que si le bâti ancien n'est pas confortable l'hiver, l'été, il l'est souvent beaucoup. Et donc, la ministre de la Culture essaie de convaincre le ministre de l'Environnement qu'il faut un DPE particulier. Je pense que j'ai dû dépasser mes 10 minutes, pardonnez-moi. On est tous d'accord avec vous sur... C'est pas Sabine Drexler qui va me contredire. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Malvy. Et puis après, les personnes qui vous accompagnent, j'aimerais qu'elles se présentent parce que je vous prie de m'excuser, je ne vous ai pas présenté. Oui, alors, Laurent Majori, qui est à côté de moi, est directeur de l'association d'éthique cité caractère national, dont j'ai oublié de dire, pardon, mais je dois le dire ici au Sénat, que c'est une association chapeau. D'accord. C'est-à-dire, en fait, nous avons des associations territoriales qui sont des associations très souvent régionales, qui sont composées d'élus tous bénévoles. Et à un moment, nous avons fait une association chapeau pour aller travailler sur les petites villes de demain dont nous sommes partenaires, voilà, et travailler ensemble avec d'autres associations. Mais nous sommes une émanation du territoire et nous ne sommes pas descendants. Et monsieur Malvy. Par Jonathan Fédy, D'accord. qui lui est directeur adjoint de Cité remarquable de France. Madame la Présidente, qui est une association qui a pris cette appellation après la loi El Cap en 2016, oui. qui était au préalable l'association des villes et pays d'art et d'histoire et les secteurs sauvegardés. Nous avons 20 ans d'âge, 300 villes ou territoires. Je dis villes ou territoires parce qu'on a beaucoup d'intercommunalités qui adhèrent, qui représentent alors chacune d'entre elles 50, 60 communes au total, mais c'est un peu faussé par la présence de Paris, une dizaine de millions d'habitants concernés par le problème. Enlevons Paris, il en reste quand même beaucoup, au sein desquels on parle patrimoine à travers l'association. Notre objectif, c'est d'abord la protection du patrimoine, sa mise en valeur, ses usages. En bout de piste, l'économie touristique, qui dans certains cas tient parce qu'il y a du patrimoine. Alors, les 8% du tourisme, c'est le tourisme dans sa globalité. Il n'y a pas que du tourisme patrimonial. Mais l'importance du patrimoine, et surtout dans un pays comme le nôtre, qui est lui-même remarquable, l'importance du patrimoine est évidente à la fois sur le plan de l'histoire, des traditions, des métiers et du développement économique. Nous avons créé l'association il y a 20 ans avec un sénateur qui était Michel Bouvard, que certains d'entre vous ont connu et qui est toujours là d'ailleurs. On l'a auditionné il y a peu. Oui, vous l'avez auditionné il y a peu, j'ai vu ça. Bon, Michel était donc là quand on l'a créé avec Yves Dauge, qui était député maire de Chinon. On va l'auditionner aussi. Vous allez auditionner. Jean Rouget, qui était député maire de Saintes, et moi-même. On avait pris l'initiative de créer cette association pour créer un réseau. Pour créer un réseau de villes avec tout ce que comporte la notion de réseau, à la fois en interne et en externe. Alors aujourd'hui, la question qui est posée est assez largement celle des ABF. Moi, je voudrais rappeler le discours de Malraux en 1962, quand il met en place la loi qui porte son nom, qui n'avait pas encore les avantages fiscaux. Les avantages fiscaux viennent ultérieurement. Mais Malraux explique aux députés, je n'ai pas eu, permettez à l'ancien député, je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir si c'était le même au Sénat. C'est pas impossible. Mais il explique aux députés ou plutôt il les alerte en leur disant, mais sans protection du patrimoine, imaginez les abords de Notre-Dame et les quais de Seine, proie des promoteurs.
Et imaginez Versailles, le château, dans l'environnement totalement libéré de toute construction et sans précaution sur le passé. Je crois qu'on ne doit pas oublier cette époque-là, qui était l'époque d'une France véritablement défigurée. Je me souviens également de Michel Péricard, qui était député maire de Saint-Germain. Je me souviens de Michel Péricard, dont l'émission était précisément, dans les années 70, La France défigurée. On a fait des progrès considérables dans la protection du patrimoine. Et je regrette beaucoup que ceci soit passé sous silence. On n'en parle pas. La France d'aujourd'hui ne ressemble pas à la France défigurée d'il y a un demi-siècle, d'il y a 50 ans, ce qui est très court. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est cet oubli, cet effacement de la mémoire. Et ce procès qui est fait aux ABF, un ami qui est médecin que j'ai vu hier, et je suis allé le voir parce qu'il avait été opéré 3 semaines avant, et il me dit, écoute, j'ai beau être médecin, je ne suis pas tombé sur un bon chirurgien. C'est plus embêtant de tomber sur un mauvais chirurgien que de tomber sur un ABF un peu têtu. Mais si ce travail a été fait de restauration de la France, c'est grâce en grande partie aux ABF. Alors attention à la curée sur les ABF. Et attention, et je le dis devant les sénateurs, attention à la mise en cause des élus locaux et des maires notamment, si jamais demain on supprimait dans bien des cas la vie conforme de l'ABF. C'est le maire qui se trouve en première ligne, c'est le maire qui trinque, et c'est le maire qui rencontre les mêmes problèmes que rencontrent les ABF aujourd'hui. Et je connais beaucoup de maires, j'ai été élu très longtemps, je connais beaucoup de maires, ils n'ont pas tous la fibre patrimoniale. Je me souviens même, en présidant la commission patrimoine-architecture de Midi-Pyrénées pendant plusieurs années, je me souviens même d'un maire venu un jour défendre un dossier d'un de ses compatriotes devant la commission, et le dossier était indéfendable. L'ABF avait émis un avis négatif. Et donc on examine le dossier, on demande au maire de sortir, on délibère, on demande au maire de revenir, et on lui explique que la commission, à l'unanimité, a donné raison à l'ABF. Et il hausse les épaules, il dit « je m'en doutais bien un peu, mais je suis venu pour faire plaisir à M. Dupont, qui était un de mes administrés ». Je raconte cette anecdote parce que mettre le maire en première ligne, sans ce confort qu'il a, et par ailleurs, dans nos congrès, je n'ai jamais entendu de protestation contre les ABF. J'ai entendu parfois, j'ai un ABF qui est un enquiquineur, mais je n'ai pas entendu mettre en cause la fonction de l'ABF. Ce n'est pas du tout la même chose. Et je voudrais également attirer votre attention, mais je suppose que vous l'avez déjà vu ou on vous l'a déjà dit, les UDAP entre les ABF et les techniciens, ce sont 700 personnes qui traitent. Alors, le ministère de la Culture dit 400 000. L'Association des architectes de France dit 500 000. Entre 400 et 500 000 dossiers par an, c'est-à-dire plus de 700 dossiers par individu. C'est plus de 700, c'est ça, oui, hein? Plus de 700 dossiers par individu. Donc le problème majeur, et ça c'est là qu'est le problème, c'est qu'il n'y ait pas 200 ou 300 ABF et collaborateurs des UDAP sur le terrain. C'est ça le problème. Si on règle ce problème, on a réglé le reste, à la condition peut-être de demander à Chaillot de mettre davantage l'accent sur la communication et sur la souplesse. Mais le problème des ABF, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de se rendre sur le terrain. Moi, j'ai été maire pendant 30 ans d'une ville qui a 10 000 habitants, Figeac. À l'époque, nous avions la visite de l'ABF toutes les semaines à peu près, tous les 10 jours. Bon. C'est un type formidable, le premier, mais les autres ont suivi.
Mais il y avait 2 ABF dans ce petit département qui est le Lot, et puis ils avaient 4 ou 5 collaborateurs. Il n'y a plus qu'un ABF. Et le nombre des dossiers a été multiplié par 10 ou par 20 depuis cette époque-là. Et il a encore tendance aujourd'hui à progresser, le nombre de dossiers, avec notamment tous les problèmes liés au changement climatique. Donc, le vrai problème, pour moi et pour nous, le vrai problème, c'est, oui, il faut préserver les ABF, oui, il faut préserver la vie conforme, oui, il faut préserver le maire dans sa démarche patrimoniale, mais ça ne peut pas être fait si on n'améliore pas dans le temps. On se demande un peu comment ça fonctionne aujourd'hui, si on n'améliore pas un peu les équipes. Et ce n'est pas des milliers d'emplois, ce sont peut-être 200 ou peut-être 300 emplois de plus à créer. Peut-être peut-on les trouver ailleurs. Voilà, moi ce que je voulais dire de manière liminaire, parce que je suis très inquiet de cette chasse à l'ABF qui se retournera contre le patrimoine. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas évoluer dans l'approche avec les ABF, ça j'insiste sur ce point-là. Mais la fonction même est une fonction nécessaire, et la France d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu cette protection du patrimoine. Je n'ai jamais eu, moi, en 30 ans de vie municipale, j'ai cédé la place, et je suis devenu adjoint, puis je suis devenu conseiller municipal, donc en 50 ans de vie locale, je n'ai jamais eu de conflit réel avec les ABF, parce qu'à l'époque, ils avaient le temps de venir discuter, on avait le temps de s'expliquer, on avait le temps de convoquer nos citoyens à rencontrer l'ABF eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est totalement exclu. Alors, où on en tire la leçon en disant c'est comme ça parce qu'on ne peut pas en mettre davantage et le système va complètement disparaître dans quelques années, mais alors il faudra relire Malraux. Ou alors on trouve la formule pour peu à peu améliorer leur situation et veiller aux quelques points qui peuvent se poser, puisqu'effectivement, moi, me remonte l'accord général des maires et parfois remonte de mauvaises relations avec un ABF, mais qui n'entraîne pas la généralisation de la contestation. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je peux répondre à vos questions si on est capable en mesure d'y répondre. Si Françoise a évoqué ce que nous avons créé ensemble, c'est-à-dire France, Patrimoine et Territoires d'Exception, qui est une association d'associations. Nous avons rassemblé les petites cités de caractère, les plus beaux villages de France, les parcs nationaux, villes et métiers d'art, les beaux détours, les grands sites de France, dans une association unique, que je préside pour l'instant, et qui a comme objectif, non pas de se substituer aux autres, parce que toutes nos associations répondent à un objectif différent. Elles ne sont pas en compétition. Et elles sont toutes, d'une manière ou d'une autre, l'émanation des collectivités locales et le support de l'action menée par les collectivités. C'est comme ça qu'on a fait l'exposition ici sur les grilles du Sénat, et qu'on organise un certain nombre de manifestations ensemble pour bien montrer notre intérêt pour le patrimoine et le développement du patrimoine dans le monde économique. Merci à vos propos tous les deux. Comme vous le savez, nous sommes membres de la commission culture au Sénat et nous sommes très attachés au patrimoine et à sa protection. Et c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir mis sur la table le choix de cette mission sur les architectes de bâtiments de France. Nous sommes nombreux régulièrement et parfois de façon transpartisane à souligner ce que vous avez dit, le manque de personnel. Et c'est vrai que ça commence par là. On a eu même partagé parfois des amendements.
Et vous relevez tous les deux quelque chose qui est apparu depuis le début de notre mission, c'est le besoin de concertation en amont et qu'un projet, il arrive plus facilement à se mettre en place s'il y a une concertation. Encore faut-il qu'il y ait les moyens que cette concertation se mette en place. Et vos propos, Monsieur le Président, touchent particulièrement parce que je crois que vous avez été ministre du budget un temps, donc les finances, vous connaissez un peu. J'ai pas eu le temps de faire du mal. Mais si vous dites qu'il faut donner des moyens en termes humains, pour nous, ça parle beaucoup. Et puis pour vous dire à tous les deux que nous allons aller dans le Lot en déplacement, puisque vous l'avez cité, donc nous allons aller dans le Lot. Oui, nous sommes... Alors, je ne sais pas si le programme n'est pas encore... Mais monsieur le rapporteur et comme moi sommes très attachés aux petites communes, parce que vous l'avez bien expliqué, ma chère collègue, que la difficulté est là. Dans les grandes villes, il y a des personnels qui à disposition déjà pour accompagner les élus. Or, sur les petites communes, ils n'y sont pas. Ce personnel, les compétences n'y sont pas. Et en plus, les finances ne sont pas les mêmes. J'ai trop parlé, je passe la parole à notre cher rapporteur. Mais alors, bonjour, merci beaucoup d'être là. Dans la droite ligne de ce que tu as dit, on peut qu'être d'accord avec ce que vous avez indiqué. Et je pense que tout le monde ici est très attaché au patrimoine. C'est ce que ça représente en termes d'identité, de développement, de potentiel de développement d'une commune. Et personne ici ne veut couper la tête aux ABF. Je le précise parce que des fois j'en vois qui arrivent sur ce thème-là. C'est pas ça le sujet, mais on ne peut pas non plus faire semblant d'être sollicité par des maires ou par des concitoyens qui nous disent « je comprends pas » et des fois, nous, devant la situation, on se dit « bah ouais, je comprends pas non plus » et puis dire « tout va bien, madame la marquise, c'est parfait ». Voilà. Mais personne ne remet en cause tout le bien qu'apportent les ABF. L'idée, c'est peut-être de revoir le fonctionnement, le périmètre. Voilà. C'est pour ça que cette mission a été créée. Je reprécise les choses. Françoise, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. La première chose, en fait, ce qui est le périmètre délimité des abords, qui existe déjà, et qui, dans la vérité, ne marche pas très bien, parce que la procédure est très longue et très complexe. L'idée, c'est, dans le périmètre des 500 mètres, d'avoir un périmètre plus petit, plus ramassé, qui concerne le bâtiment classé et les rues autour, enfin bref, un périmètre qui serait décidé. La procédure est longue, complexe, mais alors hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait les DRAC qui étaient là hier en fin de journée, et le DRAC de l'Île-de-France portait cette idée-là, indiquant que c'était un truc très bien, et qu'il faudrait arriver à faire sauter l'enquête publique, en fait, qui est un truc extrêmement complexe et qui rallonge beaucoup les délais. Mais c'est vrai que je suis, à titre personnel, très séduit par l'idée, parce qu'en plus, le maire participe aux travaux, ça responsabilise vachement. Si vous faites le tour avec l'ABF, des fois, pour la première fois, vous vous rencontrez, bon, et ça permet de se mettre d'accord sur quelle rue, quoi, comment, etc. Donc cette idée fait son chemin, mais évidemment, le but du jeu serait de simplifier la procédure au maximum. Avec un dernier élément que je lève, mais qui n'est pas une question, c'est que quand on décide de faire dans une rue tel type de couleur, tel type de matériau, il y a des gens qui habitent dans les maisons et il n'y a pas toujours les gens qui ont les moyens de faire les travaux qui sont demandés. Donc c'est aussi un sujet qui est là, quand même. Alors, François, je me permets, et puis ces questions sont évidemment pour vous deux. Alors c'est peut-être plus la présidente délégation des collectivités territoriales que je vais interroger sur l'architecture de la décision des ABF. On est tous confrontés, et ça je crois que c'est assez transpartisan, pardon. Beaucoup ont dit, j'ai été confronté à des super ABF, j'ai eu des fois des relations plus compliquées, et on sait qu'il y a des ABF ou des gens qui bossent dans les UDAP, qui des fois ont des caractères très particuliers, des exigences très lourdes, et que ça peut foutre un peu à feu et à sang tout un territoire et mettre sous tension. Bon, le problème, c'est comment on gère ce type de profil. Donc, dans l'architecture administrative, est-ce que c'est un sujet qu'aborder, peut-être pas la bonne solution, de le remettre sous le préfet ou sous le trait d'un préfet de région, mais qui est une hiérarchie qui permette de réguler ce type de difficultés, qui en fait, à mon sens, sont les vraies difficultés. Deuxièmement, sur la commission des recours, quand il y a un problème, il y a aujourd'hui donc un médiateur qui existe, et puis il y a une commission de recours régionale, qui paraît tout de même assez éloignée du terrain, je ne sais pas si le mot est bon, et plusieurs fois dans les débats, certains étaient pour, d'autres contre, donc que cette commission de recours soit départementale. On a des dizaines, voire des centaines de commissions départementales qui existent, pour beaucoup qui ne servent pas à grand-chose, c'est bien le reconnaître, mais est-ce que cette échelle ne permettrait pas une meilleure activité,
proximité supplémentaire avec le terrain et peut-être que les décisions soient mieux acceptées par les maires ou les pétitionnaires. Et un dernier élément est né aussi dans les travaux que nous avons faits, l'idée qui sur papier est extrêmement séduisante de bâtir des espèces de cahiers des charges ou de guides par territoire. Tout ça paraît génial sur le papier. Après, il faut voir comment ça s'articule et je veux aussi votre avis sur quelle peut être la place des CAUE là-dedans. Est-ce qu'une échelle intercommunale peut être intéressante pour bâtir ce type de projet? Voilà, c'était les 3 questions. 1, la hiérarchie. 2, la commission des recours départementale. Et 3e, comment on pourrait articuler ces cahiers des charges ou ces guides pratiques? Merci de ces questions et c'est très bien que tu lis ma fonction ici au Sénat, délégation aux collectivités et petites cités de caractère, parce que les petites cités de caractère, c'est pas qu'une addiction au patrimoine pour le patrimoine, comme on regarde un très beau tableau. C'est parce que je pense que dans des territoires ruraux et des petites communes, c'est avec le patrimoine qu'on se crée un levier de développement économique, puisque vous n'aurez jamais de gigafactory et vous n'aurez jamais de start-up. Donc soit vous éteignez la lumière ou vous trouvez des choses, et ça en fait partie. Après, comment on fait? Alors, pour revenir sur l'ABF, moi, je partage tout à fait ce qu'a dit Martin Malui. Faisons attention à protéger le maire. Moi, j'ai été maire et ça m'a bien arrangé parfois que l'ABF disait non, et c'était pas moi. Je me suis défaussée joyeusement. Je lui ai dit. Et qu'il y a aussi des gens qui se défaussent. Et je vais vous citer un exemple dans mon département où tout le monde s'est mis à pleurer parce que dans une commune, une entreprise qui était une grosse laiterie allait quitter à cause d'un ABF qui aurait refusé une extension d'usine parce qu'il y avait une croix protégée. Il y avait un calvaire protégé, c'est vrai. Sauf que l'entreprise, elle a utilisé l'ABF pour expliquer qu'elle partait, c'était à l'insu de son plein gré, alors que sa stratégie d'entreprise, de toute façon, la faisait déménager. Hein. Donc, voilà. Ensuite, il y a plusieurs questions sur ce que tu as dit. Et au Sénat, on est très tous favorables au fait que la norme, elle doit être proportionnée. Et que si vous édictez des règles et des normes pour la ville de Paris, et que ce sont les mêmes pour une commune de mon réseau qui a 400 habitants, on voit bien qu'on va vite avoir un problème. Et c'est aussi pour ça qu'on génère de l'attention. Donc je pense effectivement que on doit accompagner les élus dans ces sujets et que donc il doit y avoir une sorte d'ingénierie qui est mise à disposition. Alors elle peut être intercommunale, mais j'en dirai un mot. Elle peut être départementale par les CAUE ou elle peut être celle de l'État. Pardonnez-moi encore un exemple personnel. En 2008, j'étais donc maire dans ma commune. Il y avait une magnifique chapelle romane qui ressemblait à Beyrouth ou Pierre-Jour et qui allait s'effondrer. Et en 2008, il y a eu la crise des subprimes. On cherchait des plans de relance. Donc moi, mon plan de... le DRAC m'appelle et il me dit, est-ce que vous voulez rénover? Je dis oui, j'avais pas un sou, voilà, mais ça l'arrangeait, le projet était prêt à démarrer. Qui est venu m'aider à l'époque? C'est la DRAC qui a mis à disposition un conseiller qui était AMO pour que je puisse lancer un concours d'architecture. Vous voyez? Donc ça, c'est assez remarquable et colossal. Et c'est parfois mieux que... Enfin, ça va bien avec des subventions, mais c'est très important. En tout cas, je pense qu'il faut que les communes, selon leur taille, soient aidées. Alors, aider comment? Moi, je n'ai pas une solution. Je pense qu'il y en a plusieurs. L'interco peut l'être. Mais j'ai aussi des exemples dans notre réseau d'une commune de 500 habitants qui a été le village préféré des Français, accueille 800 000 touristes et qui se retrouve dans une interco qui n'en a rien à faire parce que l'interco, elle est industrielle. Alors, le patrimoine, excusez-nous... Et quand le maire demande... Non, mais c'est bon, vous avez déjà 800 000 touristes, ça va, quoi. Voilà, vous voyez. Et donc, l'interco qui porte la compétence tourisme, en plus, n'est pas toujours partout aidante. Cela dépend de la dimension patrimoniale du territoire. Mais qu'en tout cas, il faut qu'on mette à disposition une ingénierie qui peut venir dans certains départements de la DRAC, moi j'y crois beaucoup, et que surtout, comme vous l'avez dit, le périmètre, il doit être adapté. C'est-à-dire le périmètre doit être intelligent. Nous, par exemple, dans notre réseau, il faut que la commune, elle ait un site classé. Donc c'est sûrement autour que l'on va faire. Alors, il y a peut-être des cônes de vue, il y a peut-être des choses, mais est-ce qu'on peut dessiner avec les élus le périmètre pertinent? Voilà. Moi, je pense que les élus peuvent dire, voilà, nous, on a un cœur de ville qui est comme ça. Et alors, ça va être d'autant plus vrai que nous, on a l'exemple de petites cités de caractère qui deviennent des communes nouvelles, avec 2 ou 3 communes qui n'ont pas ça.
Donc, il faut qu'au sein de la commune, les élus puissent librement définir le périmètre dans le dialogue avec l'ABF. Mais on ne fait pas du 500 mètres ou du je ne sais pas quoi. Et puis, on a, dans la dernière loi patrimoniale, on a inventé les SPR. Alors, en soi, c'est très bien. Sauf que, aujourd'hui, des communes dans notre réseau à qui on demande d'avoir un projet patrimonial, c'est-à-dire c'est pas qu'un monument qu'on restaure, non, c'est quoi votre projet patrimonial, la vision de votre ville à 3 ans ou 4 ans, voilà. Il faut que vous ayez un plan d'aménagement patrimonial parce que sinon la région, elle vient pas vous aider. Il faut faire un SPR, les ABF, alors pour les raisons qu'a évoquées le président Malvidi. Non mais nous, excusez-nous, hein, mais alors dans votre département, il y a déjà 3 grandes villes. Alors, une fois que j'aurai fait les 3, à vous, je ne vais pas aller faire un SPR dans une commune de 500 habitants parce que vous n'avez pas d'ingénierie, vous n'avez personne. Oui, mais pourquoi les communes qui ont plus le besoin d'être aidées, parce que c'est de la vitalisation de la ruralité, excusez-moi du peu, faut bien qu'on les aide. Alors là, on voit bien que nous, on a eu des gros soucis avec ça, des communes qui étaient totalement bloquées dans beaucoup de départements. Ça se détend, parce que je pense que les SPR des grandes villes ont été faites, mais qu'il faut là aussi que le SPR il soit dimensionné pour tout le monde. Et que si vous avez une démarche de 2 ans et demi ou 3 ans pour une commune avec un passage en commission nationale, quand vous êtes maire d'une commune de 400 habitants, enfin, il n'y a pas d'autre endroit où on sait mieux qu'ici que, excusez-nous, mais on a un peu de choses à faire parce qu'il y a des inondations, des trucs et machins. Le maire, il abandonne. Et ça veut dire qu'il n'utilise pas, il n'a pas les moyens d'utiliser ce levier de développement de son territoire. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit sur des périmètres définis au niveau local. Quand il y a des recours, alors moi j'aimerais bien savoir combien de recours il y a dans l'année. Parce qu'on parle combien ? Très peu. Bon, voilà. Bon, mais il n'empêche que ça crée de la tension, on ne retient que ça. Moi je reviens à ce que j'ai dit, je pense qu'il faut qu'on travaille autrement, et tu l'as dit. C'est-à-dire que si en amont, une commune, elle dit, voilà, moi, je veux, mon levier de développement, c'est le patrimoine. Je fais... Et je démarre quelque chose, eh bien l'ABF travaille avec 6, 7 ou 10 communes du département pour construire avec les élus un document patrimonial, ce dont je parlais. Ça veut dire que vous avez 4 rues dans des petites communes comme les nôtres, il y a 3 rues, il y a 4 rues, où vous dites, voilà, voilà le projet de rénovation qu'on peut avoir, tout le monde est au courant, et ça veut dire que les ABF passent, mais notre projet, il reste. Parce qu'on l'a voté en conseil municipal. Et que s'il y a une commission de recours, la commission de recours est bien obligée de regarder ça. Et vous l'avez aussi travaillé avec des artisans. Parce que je suis d'accord sur ce que dit Marie-Pierre. Des fois, on donne des trucs que les artisans, ils n'arrivent pas à faire, alors que je rappelle que le patrimoine, mais vous le savez bien, c'est des emplois non délocalisables, absolument géniaux dans des territoires ruraux. Donc voilà, vous faites un truc concerté localement. Et puis la commission de recours... Moi, je ne saurais pas te dire si elle doit être départementale ou régionale. Je ne sais pas. Parce que nous, ça nous arrange bien qu'elle soit régionale. Parce que, par exemple, nous, on a un réseau breton. Et ben, si dans le Morbihan, la commission de recours a dit vous pouvez faire ça, et qu'à 1 kilomètre de là, parce que la frontière est là, lui, il n'a pas le droit, on va encore se créer du bazar. Et moi, je pense que l'idée, c'est de limiter les recours. Et sincèrement, la méthode que nous, on propose d'expérimenter, elle va vous aider à construire un document que les élus vont porter, les habitants vont porter, tout le monde le sait. Et donc, vous aurez moins de recours. Et vous éviterez les absences de disponibilité des ABF. Voilà. Et vous avez un projet pour votre ville qui ne sera pas forcément remis en cause quand vous allez changer de maire. Parce que le patrimoine, parfois, la plaie la plus mortelle, excusez-moi, sont les élections. Parce que quand vous changez de maire, il y en a un qui n'en a rien à faire. Non, mais il faut se parler entre nous. Donc voilà ce que je peux dire, c'est d'oser et faire de la proportionnalité sur les obligations, mais ne pas laisser de côté des petites communes, parce que c'est elles qui ont le plus besoin de ça, non seulement parce qu'elles n'ont pas d'ingénierie, mais surtout parce que c'est ça qui va faire qu'on aura de la vie dans nos communes. Et dernier exemple, en Loire et en Haute-Loire, nous on a des petites cités de caractère où ils auront du mal à attirer des habitants, sauf qu'ils sont en train de rénover tous leurs centres-bourgs, parce qu'il se trouve qu'ils conjuguent leur tourisme patrimonial avec un tourisme fluvial, enfin la Loire en vélo qui va très loin, et que les gens ils font du vélo, ils s'arrêtent dans ces jolies cités de caractère où il y a des gens qui ont rénové des maisons,
Et il y a une boutique, etc. Donc on voit bien comment, tu l'as dit, et on ne peut pas avoir qu'un regard sur le patrimoine comme une fin en soi, mais que le gouvernement devrait y mettre de l'argent dans les petites villes de demain et tout ça, parce que parfois l'ingénierie consiste à accompagner en matière de tourisme. Et dans les programmes Petites villes de demain et Villages d'avenir, enfin moi j'ai peut-être mal lu les programmes, mais nous on a la moitié de nos petites cités qui sont dedans parce qu'on s'est battu, on parle jamais du tourisme et du patrimoine. Et il faut, comme vous avez pour les cœurs de ville, des aides à la rénovation des logements, eh ben pourquoi vous ne l'avez pas dans les petites villes de demain? Vous voyez? Président Malvy. Bon, je partage assez largement ce que dit Françoise, et notamment sur la situation des petites villes. Les petites villes, c'est combien d'habitants? Oui. À 5 000, à 10 000, on est encore une petite ville par rapport aux grosses. Ce qui me paraît inquiétant, c'est que vous avez dit que personne ne voulait la peau ici des ABF. C'est pas le cas partout. Il y a des endroits où, au contraire, on voudrait bien les supprimer. Ou tout le moins leur retirer la vie conforme, ce qui revient à peu près au même. Le PDA, c'est très joli, mais si on envisage de le généraliser, l'enquête publique me paraît incontournable. Ça a été, je crois, jugé en France à partir du moment où il y a une servitude d'utilité publique, l'enquête publique est la règle, et ça a surtout été, je crois, jugé au plan européen. On a eu des versions contradictoires entre les spécialistes. Ah. Mais le PDA me semble quand même être une formule relativement risquée dans sa conception actuelle, parce qu'il n'y a pas de règlement qui s'attache au PDA. Il n'y a pas de règlement. Ce qui fait la force du SPR, c'est qu'il y a un règlement. Et le règlement permet l'arbitrage. Dans le PDA, c'est la porte ouverte. Et c'est sans doute aussi un sujet ou une occasion complémentaire ou supplémentaire de conflit, d'opposition ou d'incompréhension. Donc je suis très réservé sur le développement des PDA, dont je comprends bien que certains services de l'État peuvent se faire les avocats, parce que ça allège à l'arrivée la contrainte qui est la leur. En réalité, on tourne toujours autour du même problème. C'est que la contrainte est terrible, c'est que les équipes sont insuffisantes, c'est qu'on se targue d'avoir un patrimoine exceptionnel, on se targue d'en tirer des bénéfices, d'avoir évolué. On a aussi beaucoup évolué d'ailleurs sur l'usage du patrimoine à des fins économiques. Il y a 20 ou 30 ans, il n'était pas question de transformer un monument historique en lieu de rencontre et de visite autre que celui pour lequel il avait été construit, qui avait disparu depuis 3 siècles. Donc on avait des bâtiments vides. Donc on se tourne toujours un petit peu vers soit un assouplissement de la réglementation, mais je prétends moi qu'elle est source de conflits supplémentaires, soit vers un transfert vers d'autres. Alors, transfert vers la commune, vers le maire, transfert vers le CAUE. Le CAUE est incontestablement une bonne porte d'entrée. Attention, il n'y a pas de CAUE partout. Il n'y a pas de CAUE partout. Il y a un certain nombre de départements, une bonne dizaine au moins, je crois, peut-être plus, qui n'ont pas de CAUE. Mais les CAUE eux-mêmes, pour ceux que je connaisse, ils sont noyés. Ils ont la tête sous l'eau. Autrement dit, s'imaginer qu'on va demain pouvoir les mettre à contribution sur des fonctions nouvelles, indépendamment du fait que ce n'est pas forcément le lieu de leur formation, ça n'a pas été forcément la formation des collaborateurs, ça pose quand même un problème. Donc moi j'en reviens là. On a un bon outil. Le SPR est un bon outil. On ne peut pas décliner au fil du temps. On avait le PSMV. Le PSMV, à l'époque, c'était un nombre beaucoup plus important que celui auquel on est arrivé aujourd'hui. Il en sort un par an les bonnes années, et il y en a une centaine total. Les SPR, on en a 8 à 900.
c'est encore insuffisant. Nous plaidons pour qu'il y en ait, alors on est allé un peu loin, c'est vrai, mais ça, c'est toujours comme ça, un nouveau par département et par an. Il y en aurait un nouveau tous les 2 ans, ce serait pas plus mal. Mais il faudrait pouvoir démultiplier le nombre de SPR, et on en revient là, on ne peut pas parce que les services n'ont pas la capacité, le temps à libérer pour y arriver. Donc, moi je pense que la préservation du patrimoine, en France, c'est relativement bien fait. Il y a le problème que soulève Françoise, c'est celui de la capacité des communes à répondre. Ça, c'est un vrai sujet. Oui. Moi, je l'ai résolu chez moi avec l'intercommunalité. C'est l'Interco qui a la compétence, qui a pris le service de l'urbanisme. Et c'est une Interco de 92 communes. C'est l'une des plus importantes. C'est elle qui a pris l'urbanisme. Il y a un gros service d'urbanisme à l'Interco, beaucoup plus important que celui qui était précédemment à la ville. Faut-il encore s'assurer que les collaborateurs du service d'urbanisme de l'Interco sont sensibilisés au patrimoine? Ce qui n'est pas... Alors, il y a le problème que soulève Françoise, minoritaire dans la communauté. On n'est pas sûr d'être suivi. S'il y a 2 communes qui ont du patrimoine sur 92, les autres vont dire on a d'autres choses à faire avant de se servir. Alors, donc il faut vraiment le mettre dans les compétences obligatoires de la communauté. Il faut se débrouiller, il faut le régler. Mais là aussi, il faut faire attention. Il n'y a pas de système idéal. Il n'y a pas de système idéal. Il n'y a pas le système machin qui fonctionne à 100%. Nous, notre système dérape parce qu'il est insuffisamment nourri. C'est pour ça qu'il dérape, notre système, et qu'il a des problèmes. Il n'y a pas d'autres difficultés, me paraissent-ils, que celles qu'on peut résoudre en faisant évoluer l'approche de certains. C'est vrai qu'on a l'exemple d'ABF un peu rugueux, mais c'est aussi qu'on les comprend quand ils ont à traiter plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de dossiers par an, ce qui devient complètement incohérent. Pardon, puis-je compléter la réponse que je partage totalement du président Malvy sur qui peut venir aider. Je repars de l'esprit des petites cités de caractère. Vraiment, ils se sont dit aide-toi, le ciel t'aidera, parce que si on ne se bouge pas, personne ne va s'intéresser à nous. Donc c'est comme ça que nous sommes constitués en réseau, je disais en réseaux territoriaux. Et le réseau, il fait quoi? Le réseau, il vient accompagner les communes en matière de stratégie, et nous travaillons tous ensemble. Et je vais vous donner un exemple qui a été réalisé par le réseau des petites cités de caractère de la Sarthe, donc un réseau territorial d'élus, voilà, qui ont réalisé une charte de qualité de la restauration, avec des exemples très concrets, très adaptés à la Sarthe. Voilà les matériaux que l'on a, voilà comment vous pouvez, les typologies architecturales, voilà les suggestions de restauration que vous avez. Et c'est-à-dire que ce document, il a été fait par les gens de par notre réseau. On le partage entre tous les réseaux, c'est-à-dire il est mis à disposition gratuitement de tous les réseaux territoriaux, et on peut l'adapter. Ça veut dire que les cités de caractère, donc les communes de notre réseau, elles bénéficient tous de ça. Donc ça veut dire qu'on s'est créé. Alors comment on est financé? Parce que vous voyez, les communes de 400 habitants, comment on fait? Alors je dis encore une fois, tous les élus sont bénévoles. Bien, nous arrivons à mutualiser du personnel. Par exemple, en Bretagne, les villes d'art et d'histoire. Puis nous savons que dans la Sarthe, nous avons des spécialistes de ces sujets-là. Ben, lui, il va donner une contribution à l'ensemble du réseau. Par contre, dans le réseau je ne sais pas lequel, moi, de la Normandie, on a quelqu'un qui est extrêmement compétent en communication. Ben, on va l'utiliser pour tout le réseau. Mais ça veut dire que nous, comment on est financé? Alors moi, je ne viens pas demander l'aumône, voilà, mais on est financé par la cotisation des élus. Et parce qu'on a aussi, et c'est tout le travail du directeur, une reconnaissance un peu nationale. On est dans les petites villes de demain. Donc ce programme nous sollicite parce que nous apportons aux petites communes une sécurité. C'est-à-dire la petite commune de 400 habitants, elle n'est pas toute seule. Le maire déjà tout seul à se débattre avec son conseil municipal.
qui veut mettre de l'argent dans la voirie, c'est aussi ça la vie, hein, avec ses habitants, avec son ABF. C'est le réseau qui est là, donc c'est un réseau contributif, on fait tous notre part de travail, on porte, donc on vient accompagner, aider, aiguiller la commune, et on sécurise par exemple les conseils régionaux, qui dans beaucoup d'endroits sont des partenaires de nos collectivités, qui apportent des financements pour l'aménagement et la restauration de l'espace public, mais aussi sur les maisons privées, et qu'on sécurise les conseils régionaux parce qu'ils savent que l'association est le garant de la solidité et de l'engagement des communes. C'est-à-dire la commune ne sera pas toute seule. Et donc moi, je pense que, vous voyez, des réseaux comme nous, mais il y en a d'autres, je pense qu'il faut que on arrive à être accompagné parce qu'on peut apporter de l'ingénierie et de l'ingénierie d'élus. Donc nous, on a inventé le truc, on fait ça selon nos moyens, donc ils sont tout petits, et l'ensemble du réseau, les réseaux territoriaux, on s'échange les choses les uns les autres, on fait des journées nationales, on parle d'un sujet, on dit tiens, t'as vu ce qu'ils ont fait là-bas, on prend... voilà, mais il faut qu'on soit, il faut que l'État soit là, et c'est votre volonté, je vous en remercie, parce que, encore une fois, le patrimoine, c'est pas un caprice, c'est de la fierté pour des habitants qui habitent à la campagne. Enfin, moi, en Bretagne, on disait qu'il y avait les gens qui habitent à la ville et les ploucs. Et quand tu étais en ruralité, tu étais un plouc, donc ça veut dire que tu étais vraiment, voilà, c'était moche, c'était pas bien, tu étais loin de tout. Ben, vraiment, moi, quand j'entends les gens dire « Ah, on est dans une petite cité de caractère », vous voyez, et quand vous donnez du beau aux gens en partage un espace public, mine de rien, vous changez la société un peu. Alors, je dis très modestement, mais c'est ça que vous portez, quoi. Et donc, ça vaut bien 500 postes, quoi. Enfin, je dis 500, moi, je sais pas comment je chiffrer. Non, mais voilà. C'est de la contribution à un équilibre territorial, à la ruralité vivante, forte, pleine d'avenir, et qui offre aux citadins du tourisme durable, des escapades pas lointaines, quoi. Quelle belle plaidoirie. Alors, je vais donner la parole à deux de nos collègues. D'abord, Adèle Ziane, élue de Seine-Saint-Denis, et Sabine Drexler, élue du Haut-Rhin. Et bon, on commence par d'abord Adèle, et puis après Sabine. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, quelques questions. Alors, j'aimerais savoir, c'est une question que j'ai posée hier déjà. Est-ce que vous pensez que les ABF, hein, dont nous parlons là aujourd'hui, devraient pouvoir exercer encore davantage des missions de conseil, notamment en zone qui ne bénéficie d'aucune forme de protection, au regard de ce qui se passe actuellement en termes d'atteintes liées à la loi climat et résilience? Je pense au DPE que tu évoquais tout à l'heure, Françoise, ou alors aux prescriptions, notamment d'isolation de façade ou de remplacement de menuiserie extérieure. Est-ce que, deuxième question, est-ce que vous pensez aussi que justement au regard de ces atteintes, est-ce que vous pensez qu'il faudrait à minima pouvoir systématiser une forme d'inventaire du bâti, de l'ensemble du bâti d'un territoire, pour pouvoir mieux le protéger, par exemple, savoir sur quel type de bâti on pourrait, par exemple, appliquer un DPE spécifique s'il devait y en avoir un. Voilà. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez que l'État accompagne suffisamment les particuliers pour leur permettre de réaliser des travaux, on va dire, vertueux, hein, sachant qu'il y a toujours un surcoût sur ce type de travaux par rapport à des travaux classiques? Alors, il y aura une troisième question de Jean-Claude Anglard de l'Aveyron. Je ne sais pas comment, dans quel ordre, si c'est Adèle d'abord? Non? Alors... Merci beaucoup. Moi, je tenais à vous remercier grandement, Madame la Présidente, Monsieur le Président, pour votre exposé et aussi à avoir réussi à exprimer cette réémergence, j'ai envie de dire, de l'attachement des Françaises et des Français, non seulement pour leur patrimoine, mais pour la préservation de ce patrimoine. Je trouve qu'au cours des 20 dernières années, on a eu une force
à la fois dans les villes, mais également dans les territoires, pour cette réappropriation par les Françaises et par les Français de leur patrimoine, tant dans la dimension bâtie, patrimoine remarquable, mais aussi sur les dimensions paysagères, être en capacité de préserver une vue, un paysage, et de le protéger. Je le disais aussi parce qu'on l'a vu émerger dans les débats que nous avons pu avoir. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis, mais également élu à Saint-Ouen, dont un de nos conseillers municipaux est membre de Cité Remarquable, Sébastien Zonguero. Et donc, on voit aussi tout l'apport de votre association à la réflexion sur des territoires qui sont, pour le mien en tout cas en Seine-Saint-Denis, en profonde mutation, d'anciennes friches industrielles à un territoire où les promoteurs immobiliers arrivent avec une force de frappe très élaborée. Et là aussi, il faut être en capacité, et c'est là où le rôle des ABF est très important pour nous, comment préserver ce patrimoine industriel du 19e siècle, qui était, j'ai envie de dire, du bâti industriel, qui devient, par la force des choses, un patrimoine qu'il nous faut préserver, tant encore aussi avec la dimension bourg, faubourg, des aménagements, des quartiers, qui peuvent des fois disparaître. Et là aussi, le rôle des ABF est important. Je le dis parce que je reprends une des propositions que vous avez faites, Madame la Présidente, sur, dans des villes comme les nôtres, effectivement, on en a parlé à de nombreuses reprises. À Saint-Ouen, on a une interco, nous avons des services auprès de la ville, nous avons des élus qui s'impliquent, qui font ce travail aussi d'intermédiaire avec les habitants sur des demandes. Mais je retiens, j'en avais parlé, nous avons lancé cette expérimentation à pleine commune de fiches patrimoniales en lien avec les habitants. Est-ce que c'est quelque chose à systématiser? C'est-à-dire que nous avions des fiches patrimoniales ville par ville. Le PLUI, dans le cadre de sa révision, nous a permis de lancer une concertation pour élargir la réflexion et protéger encore plus. C'est une piste qu'on avait lancée comme ça à l'époque. Je vois que vous en parlez d'une manière un tout petit peu différente, mais je pense que c'est quelque chose qui a un avenir et qu'il faut prendre en considération. L'autre point, vous l'avez dit, il y avait 300 000 dossiers traités en 2010, nous a dit au niveau national dans l'audition que nous avons eue hier avec le DRAC Île-de-France, et 500 000 aujourd'hui, avec des effectifs. Et là encore, on le voit dans le rural, c'est beaucoup plus compliqué, le déplacement, la capacité à aller auprès des maires. Et donc, il y a cette différenciation, cette dichotomie profonde qu'il nous faut être en capacité de traiter et à laquelle il nous faut répondre. Ma question, elle posait... alors, il y avait cette proposition que vous évoquiez, peut-être rentrer plus en détail sur cette dimension, fiche patrimoniale, concertation avec les habitants pour faciliter le travail. Et enfin, sur l'aspect écologique, vous avez parlé de DPE, mais on se rend bien compte, vous donniez cet exemple d'une chapelle romane que vous avez rénové, qui est devenu un centre d'art contemporain. Se pose quand même la question sur les aspects écologiques, de mon point de vue en tout cas. C'est un lieu qui est destiné à accueillir du public, qui va donc avoir de la consommation énergétique. Cette consommation énergétique, si la chapelle est propriété de la ville, dans ce contexte, c'est la ville qui va payer la facture. Je schématise, mais derrière, comment est-ce que l'on concilie, dans le cadre des activités que vous menez en tant que présidente, et aussi vous aussi, Monsieur le Président, comment est-ce qu'on est en capacité de concilier sur le long terme ce besoin aussi d'économie d'énergie, mais avec une restauration et une préservation de notre patrimoine dans sa dimension esthétique. Dernière question, et après vous répondrez, s'il vous plaît. Merci. D'abord, je voudrais dire combien je souscris à ce qui a été dit par la présidente et le président par rapport au patrimoine. Alors moi, je viens de l'Aveyron, 10 plus beaux villages de France, 5 petites cités de caractère, un certain nombre de lieux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les chemins de Saint-Jacques, voilà, l'Aubrac, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Laïol, le Roquefort, etc. etc. Bon, donc un sujet sur lequel j'avais juste une question, et c'était surtout par rapport à Françoise Gatel, et une chance historique, parce que tu as rappelé effectivement les politiques publiques qui ont été lancées, et par exemple en Aveyron il y a 19 petites villes de demain, et je me dis qu'au moment où les communautés de communes doivent élaborer le PLUI, avant 2026 ou 2028, on a le même sujet d'ailleurs sur le développement des énergies renouvelables, où il n'y a pas corrélation entre le PLUI qui se construit ou qui se modifie et le développement des énergies renouvelables. Par rapport à la proposition d'une annexe sur le patrimoine, parce que même dans des territoires comme je viens de décrire en Aveyron, on a du mal, parfaite corrélation et discussion avec l'ABF, mais on a du mal à faire coller l'ensemble. Donc je me demandais si dans les textes, par rapport à l'obligation en 2026 à tous les territoires d'avoir un PLUI, donc les intercommunalités, les intercos qui ont l'obligation, enfin les communes ont l'obligation de rentrer dans un PLUI avant 2026, je le répète, voilà, ou 2028 suivant le cas, il n'y aurait pas quelque chose à inventer, à proposer, alors je reviens vers la présidente de la délégation collectivité locale, pour effectivement obliger les territoires à se pencher sur cette question avec l'appui de l'ABF sûrement. Voilà, enfin,
C'est une question en même temps que tu suggérais la proposition. Merci rapidement pour qu'on partage le temps avec le président Malhuy. Sabine, sur ta question, moi je pense qu'on a un sujet de charge des ABF aujourd'hui. Donc j'aurais tendance à les centrer sur les sites et les communes où la loi les oblige à donner un avis. Par contre, il y a, et alors je suis sûre que vous allez pousser ça d'une manière forte et persévérante. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a, et tu as fait partie des gens qui ont mis en lumière l'inadéquation d'un DPE 20e siècle sur un patrimoine ancien. Il y a une volonté au ministère de la Culture d'aboutir à un DPE adapté au patrimoine. Alors, je pense que c'est pas facile de faire atterrir le truc au ministère de l'écologie. Donc, je pense que si les sénateurs voilà, ne lâchent rien et disent non, il nous faut ça demain matin, ça peut aider et ce serait pas mal. L'inventaire du bâti, moi j'invite à le faire. Il y a déjà des communes qui l'ont fait spontanément, c'est-à-dire, par exemple, nous on a une petite cité de caractère qui est dans le Cantal où le maire, il inventorie les granges de qualité qui font partie de l'histoire, de la géographie et de l'économie du pays. Ça fait partie de l'identité. Donc lui, il a identifié ça. Il fait des fiches voilà, de restauration et des fiches patrimoniales. Donc ça, il faut le faire. Après, la limite de ce que je propose, mais j'en suis consciente, quand vous faites un document annexe, comme je le disais, qui peut être une fiche maison par maison ou une fiche générale, je sais pas, vous allez avoir une difficulté, c'est la sécurité juridique de cette affaire. C'est-à-dire, si c'est pas inscrit dans la loi, bah, c'est gentil votre truc, hein, mais c'est quand même pas un document d'urbanisme. Voilà. Bon. Après, moi, je dis qu'il faut toujours mesurer les choses. Combien de fois vous allez avoir des recours d'un propriétaire qui va contester les choses? Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça dans la loi? Moi, je serais assez favorable pour bouger l'État. Excusez-moi, est-ce que dans la loi, on dise que on doit avoir dans les villes, entre guillemets, patrimoniales, il faudra définir ce que c'est, un document annexe au PLU qui redit les choses. C'est comme ça que l'État va être obligé de mettre des moyens. Donc moi, je suis assez favorable à ça, mais il faut qu'on fasse une étude d'impact pour savoir si on ne se crée pas plus d'ennuis que l'autre. Ensuite, vous évoquez le patrimoine industriel. Effectivement, le patrimoine, il ne s'arrête pas à la décapitation de Louis XVI, quoi. Je veux dire, le patrimoine industriel est remarquable parce qu'il donne aussi en plus une identité à des territoires dont on considère que ce ne sont pas des lieux patrimoniaux. C'est faux. Donc moi, je pense qu'il faut aussi protéger aujourd'hui des sites industriels qui donnent des choses d'une modernité assez fabuleuse et qui redonnent aux gens de l'identité, de la fierté. C'est-à-dire, si en Seine-Saint-Denis ou dans une commune du Nord, nous on a des communes dans le Nord où on dit qu'il va y avoir du patrimoine, vous voyez, ça change la vie des gens. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, Jean-Claude, alors on va aller avec notre association pour les journées nationales et l'Assemblée générale dans l'Aveyron prochainement. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on borde bien cette histoire de recours et de droit, mais j'aime bien ton idée de dire, parce que les intercos, moi, c'est pas une critique de l'interco que je fais, mais vous avez des intercos industriels, des intercos, voilà, et qui pensent que, enfin, une majorité d'élus pensent que parce que vous avez du patrimoine, vous êtes riche, vous avez, alors vous n'avez pas en plus venir nous embêter, parce que nous, on a des choses sérieuses à faire, quoi. Alors qu'en fait, ils n'ont pas compris que quand vous avez une ville d'art et d'histoire, une petite cité de caractère, ça rayonne sur toute l'interco, quoi. Voilà. Donc que l'on pousse le fait que quand il y a un PLU, il doit y avoir aussi, peut-être, j'en sais rien, moi j'aime pas les obligations, mais réfléchir à ça, je trouve ça pas mal. Président Malhuy. Bien. Oui, moi je ne pense pas non plus qu'il faille aujourd'hui envisager d'élargir le champ de responsabilité des ABF. Nous aurons l'occasion d'en parler à Angers, puisque vous avez la gentillesse de venir participer à notre congrès qui aura lieu au mois de juin, avec Madame de Sailly d'ailleurs. Madame la Présidente, vous y êtes invitée, bien évidemment, Monsieur le rapporteur aussi. Non, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui envisager quelques missions nouvelles pour les ABF pour résoudre. C'est comment bien accomplir les missions qui sont celles d'aujourd'hui. À ce sujet, le SPR étant l'outil majeur, il y a lieu très certainement de réviser
les anciens SPR, les plus anciens des SPR, parce qu'ils sont très incomplets. Il y a une réglementation qui est très insuffisante, mal adaptée parfois, et c'est source de contentieux, c'est source de difficultés précisément entre les ABF et les élus ou les particuliers. Donc il y a là un point qui me paraît un objectif à atteindre. Le budget consacré par le ministère de la Culture au SPR est totalement ridicule. Je rappelle qu'il y a 101 départements. Il y a 4 millions d'euros pour l'ensemble des départements de France pour l'élaboration des SPR. Autrement dit, il y a une défaillance à ce niveau-là. C'est pas la priorité des priorités. Et c'est ce qu'il y a d'un peu d'alarmant, c'est que un peu le sentiment, c'est que regardez le DPE, il a été élaboré par le ministère de l'Environnement sans que le ministère de la Culture soit associé. C'est quand même un monde que le ministère de la Culture, qui est en charge du patrimoine, ne soit pas associé à l'élaboration du DPE. Et lorsqu'aujourd'hui, on nous dit que la solution pour le DPE, c'est une meilleure formation des diagnostiqueurs, permettez-moi de vous dire que ça ne tient pas la route. C'est sans doute nécessaire. Mais pour 80 €, c'est le prix d'un diagnostic. C'est-à-dire un temps extrêmement court. Faites venir un technicien chez vous, vous verrez combien, enfin vous le faites, combien il vous prend de l'heure. Le diagnostiqueur, il fait un diagnostic pour 80 €. Moi, j'ai fait le test. J'en ai fait venir un chez moi, j'ai fait un DPE. Je suis sorti en D dans le bâtiment ancien, donc c'est pas si mal que ça. Mais à améliorer. Mais il est resté 20 minutes. Et il a fini par conclure qu'il fallait, comme partout d'ailleurs, installer une pompe à chaleur, qui est totalement impossible à installer dans l'appartement que j'occupe. Et pourtant, c'est sa préconisation. Donc, on marche tête à l'envers dans cette histoire-là aujourd'hui. S'il n'y a pas un DPE spécifique aux bâtis anciens, on n'en sortira pas. Et le ministère, l'État, prend une certaine responsabilité. Parce que, d'après certains experts, moi je ne le suis pas, les travaux qui sont recommandés dans les DPE peuvent à terme porter atteinte à l'habitat et à son fonctionnement. Alors est-ce que dans 20 ans ou est-ce que dans 15 ans, on aura des batteries de procès de gens qui viendront se plaindre, expertise à l'appui, sur le fait qu'on les a amenés à faire des travaux qui étaient incompatibles avec le bâti qui était le leur. Donc là, il y a une lourde responsabilité de l'État sur le DPE. J'ajoute, et je conclus, c'est qu'il appartient aussi à nos associations d'apporter conseil. Elles sont là pour ça. Nous avons bâti un certain nombre d'outils que nous avons développés, d'ailleurs souvent en collaboration avec le ministère de la Culture, et largement diffusés, des fiches pratiques. Nous avons travaillé sur le bâti, nous avons travaillé sur les travaux, la manière de réaliser des travaux dans le bâti ancien. Nous l'avons fait avec le CEREMA. Nous avons créé un portail qui s'appelle CREBA, qui est ouvert aux professionnels comme au public, hein, et qui est une assistance aux travaux. Donc nos associations ont aussi une mission à remplir dans ce domaine-là en titre de conseil. Voilà, moi, ce que je voulais ajouter pour l'essentiel à notre discussion. Eh bien, merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur le rapporteur ou les collègues? Non? Mais bien sûr. C'est que le temps est compté, on a tous un petit rendez-vous juste après. Donc oui, Pierre Barreau, sénateur du Val d'Oise. Merci pour vos propos. Juste parce que ça
c'est interactif et pour apporter à la discussion sur le collègue de Saint-Ouen, je sais que alors, je suis sénateur, j'ai été architecte pendant 20 ans, donc j'ai construit aussi, j'étais maire aussi en même temps, donc j'ai adopté les codes de part et d'autre. Je sais que le PLUI Est Ensemble a fait un travail très important sur le recensement du patrimoine sur le secteur de Est Ensemble, et qui est extrêmement intéressant et qui introduit une dimension patrimoniale, même sur du petit patrimoine, même industriel. Et là-dessus, on voit qu'il y a des intercos qui ont fait un travail exemplaire et qui se sont fait aider d'ailleurs par des professionnels pour justement regarder le territoire d'une façon presque un pas de côté qui permet de nourrir les réflexions qui sont portées après ça par les élus. Ce qui est important dans ce genre de travail, c'est que parfois, on a beau être élu local, on a beau être maire, on ne connaît pas bien son patrimoine. Et on n'a pas forcément le bon regard ou le bon angle pour bien l'apprécier aussi. Et même si on habite une ville, un village depuis des décennies, parfois, se faire aider par des professionnels, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. On en découvre des choses. Moi, j'ai fait l'expérience avec des collègues paysagistes qui m'ont raconté la ville dont j'étais maire et j'étais bluffé parce que j'avais l'impression qu'ils y habitaient depuis 40 ans. Et je trouve que ça, c'est un plaisir incroyable que de se trouver face à des professionnels qui savent lire les choses et nous le retransmettre de manière lisible. Ça, c'était mon premier propos. Et le deuxième sur la question du droit. On est des gros malins, les maires, quand même. Parce que dans nos documents d'urbanisme, on oppose plein de choses aux autres, mais on a à chaque fois la petite ligne qui va bien, à la fin de chaque article, sauf bâtiment d'intérêt public et collectif. Donc on introduit à chaque fois dans les règles que l'on impose aux autres la capacité à déroger nous-mêmes de ces règlements que l'on vote. Et ça pose un problème de fond. Alors c'est bien pratique, parce qu'à un moment donné, il faut avancer sur plein de trucs. Sauf que ça nous met dans une position où, clairement, il y a un problème de pouvoir et que ce qu'on oppose aux autres et qu'on n'applique pas, on s'autorise à ne pas appliquer nous-mêmes, à un moment donné, pipe un peu le jeu et pose un problème de pouvoir qu'on a du mal parfois aussi à partager, parce que c'est comme ça que ça se passe, avec les architectes des bâtiments de France. Et l'acte de construire, l'acte de travailler sur l'espace, c'est un art qui se partage. Donc je trouve que les propositions qui sont faites, et ça a déjà été posé plusieurs fois ici, que de positionner l'architecte des bâtiments de France en amont, dans le cadre d'une production, d'un travail qui permet de mettre en synergie un ensemble d'acteurs du territoire, à la fois pour bien prendre connaissance du territoire et bien produire du projet, permettra aux ABF de sortir de cette ornière qui est cette façon de les regarder comme des sanctionneurs et comme des gens qui arrivent en bout de course pour casser les pieds à tout le monde. Et je trouve que c'est un truc qui est vraiment important. Et tous les outils qu'on peut mettre en place et à construire ensemble en amont permettent certainement de regarder les ABF autrement que comme des casse-pieds, ce qu'ils ne le sont pas. Et moi, je suis très content d'avoir entendu qu'en effet, on a besoin d'eux. Ils sont les gardiens de nos patrimoines. Et quand on est élu local, on est dépositaire, on n'est pas propriétaire de notre patrimoine. Merci. Je crois que c'est une belle conclusion. Alors, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Merci pour les échanges avec mes collègues. Je vous donne rendez-vous à 18h30 en salle A120, c'est à côté de l'annexe de la bibliothèque, pour la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et rendez-vous pour les QAG. Vous pouvez nous l'envoyer, s'il vous plaît, Françoise? Merci. On ne vous achète pas, mais on vous l'offre. On n'a pas amené de